Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Salam alaikum. Alaykoum salam. Oui, ça va. Alhamdulillah. مدام جوست قبل ما نبداو تقدروا ديروا ريكورد بويسك صاحبي اللي مالف يدير مش راح Et يدير. vous avez le droit, oui, oui. ندير انا je ne peux pas, non. ما عنديش نو ماشي انت logiciel. مدام اللي يقراو معانا. انا راني ندير ما عنديش احمد. accès au niveau. صح محمد ميرسي. بصح ما تنساوش normalement vous لازم demandez toujours la permission avant d'enregistrer l'enseignant. فاهمين؟ مدام ايش اسمه فيك مليح؟ Pour mon cas, il n'y a aucun problème. Comme quand vous voulez enregistrer un cours en ligne. Il vous l'avez. Donc, on peut commencer. Madame, راكي تتكفاية. Il y a un problème de connexion, madame. Ah. Dites-moi, sur le deuxième lien, normalement, il n'y a personne. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, c'est mieux. Oui, madame. C'est un problème de connexion, ça ne dépend pas de moi. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a l'encombrement, problème de connexion, il y a tout. On va essayer de faire avec ce qu'on a. J'ai fermé la deuxième session. Si vous voyez qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas à entrer, j'ouvre. D'accord? Donc, Madame, il pour est le toujours moment, là. on a une seule session. C'est bon? Vous voulez que je quitte et que je revienne? نخرجوا من la session نعاودوا نوليو. Pourquoi madame? Il y a des étudiants qui يقولوا لي le son ما يمشيش. اي مريق لا دوك انا Non, Non, c'est bon, oui, maintenant. مادام يروح ويجي ماشي. يروح ويجي, ça ne dépend pas de moi. La bande passante اليوم elle est très mauvaise. Depuis ce matin, la connexion ماهيش مليحة. Donc ce que je vais vous demander, si vous voyez que vraiment ça ne passe pas, on arrête le cours. La Non, connexion madame. orale, je peux pas. C'est tout ce que j'ai comme connexion. Non madame, ça passe. Je sais Voilà. Maintenant, s'il faut que je reprenne, par exemple, si ça se coupe pendant une période, je dois reprendre avant, je reprends, il n'y a pas de souci. Agda. Donc, je compte sur Ok, vous. madame. Si ça se coupe, relou. Voilà. Oui, madame. Merci. Vous allez avoir le partage? Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, la dernière fois, on avait commencé avec les bases du langage HTML. Donc, on avait vu qu'avec HTML, tout était commande. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il vous faut un élément sous forme de balise qui permet de le faire. Vous voulez ajouter un tableau, c'est une balise de tableau. Vous voulez ajouter une liste, c'est une balise de liste. Et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque jusqu'à présent? Donc, on a vu comment découper un document, comment mettre des sections, des parties, des titres, des paragraphes, etc. Ce qui nous manque, c'est l'interaction avec l'utilisateur. C'est-à-dire, pour pouvoir répondre à une certaine requête, d'interagir avec lui. Cette manière d'interagir se fait via les formulaires. D'accord? Alors, comme tout le reste, chaque fois que vous voulez ajouter quelque chose, je vous ai dit, ça veut dire que c'est un élément. Donc, si je veux ajouter un formulaire, logiquement, ça va être un élément formulaire. D'accord? Alors, un formulaire HTML est une partie du document
constitué d'éléments spéciaux appelés commandes. Donc, un formulaire, c'est un élément HTML qui est constitué de plusieurs champs. Chaque champ est appelé une commande. Quels sont les types de commandes ou quels sont les types de champs qu'on peut retrouver dans un formulaire? Eh bien, on va retrouver dans un formulaire HTML ce qu'on a l'habitude de voir dans les formulaires tout court. Vous avez des cases à cocher, des boutons d'options, des champs de saisie, de texte. Vous avez des menus déroulants, etc. Alors, comment ça se passe? Vous l'affichez, l'utilisateur remplit le مدام راح الصوت. مادام مانيش يتقطع الصوت. Là, je suis désolée. Bon, je vais reprendre, d'accord? Ok. Alors, un formulaire HTML. Choufou, on va essayer de tenir comme ça au début. Tchibou, je vais quitter, je reviens. Si, non, madame. Choufou, je quitte. D'accord? Je vais essayer de faire mes gars le document. Je quitte ou n'aoudnoulé. Moi, je pense qu'il y a des deux sessions avec une seule, ce sera plus facile. D'accord? Donc, dès que n'aoudnoulé, qu'on les leçons qui fâchent. Ça marche? Donc, à tout de suite. D'accord, madame. Tout le monde, vous n'êtes pas obligé de quitter. Là, je quitte. Rebonjour. Et maintenant, vous m'entendez mieux? Oui, madame. Oui. Eh bien, tant mieux. Donc, je vais partager. مدام علاش نسقسيك Bien sûr. مدام على الوقت تاع هاد لا سيونس اللي نديروها اونلاين Oui. اسك نزيدو نديرو لا سيمين بروشين ولا سيمين بروشين سي بون نبداو اون بريزونسيال La semaine prochaine, Mazel, encore en ligne, mais ce sera la dernière classe. C'est-à-dire, la semaine hadi, semaine al-jaya, Inch'Allah, et puis ensuite, j'aurai le plaisir de vous avoir en face. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi.
C'était juste pour éviter le retard. C'est-à-dire, nous, quand je vais reprendre, on va démarrer le semestre avec beaucoup de retard et je serai obligé d'accélérer et tout. J'aime pas trop ça. Voilà. Oui, ça va, en ligne normal. C'est juste الوقت اللي شغل كيجي من 3 حتى ل 5 et tout, comme si شغل رحنا كاع لا جورني. بس شغل لا بلوبار ما ساعدهمش هذا الوقت. C'est juste تاع الوقت. Sinon normal نقراو. C'est-à-dire, si vous préférez le matin, j'ai des contraintes. ما نقدرش. Oui, شغل même le soir زعما مور 5 et tout, on back après lâcher tous les connexions عيانة. Ce que je vais faire, que ce soit pour cette séance ou la prochaine, je vais essayer de faire un cours de 3 ل 4 ندير le TP من 4 ل 5. C'est-à-dire qu'à ça va être beaucoup plus léger. ما نديرش 1h30 de cours, ندير 1 heure. D'accord? Oui, معليش. Déjà la semaine prochaine ce sera la dernière séance. C'est juste pour mais le matin, j'aurais vraiment aimé, je vous assure. Le problème, c'est que je ne peux pas le matin. Oui, normal. Je vais être clair, معكم. عندي un bébé. Je suis à la maison pour garder un bébé. Le matin, ما عندي حتى واحد qui va me garder l'enfant. Et je me vois mal faire un cours où bébé yبكي. Oui, c'est vrai. Vous ne pourrez pas suivre. Donc, les contraintes ne sont pas de la même nature. Faites un effort pour ce qui reste. Et on va être là. Ce sera un cours en présentiel normal. Voilà. Dites-moi s'il vous plaît, le partage, il passe? Oui. Oui, bon, très bien. Donc, je reprends, puisque alors, les formulaires sont le moyen que nous offre HTML pour interagir avec l'utilisateur. C'est-à-dire, si je dois collecter des informations, ou bien si l'utilisateur va me formuler une requête, il va le faire via un formulaire. Un formulaire, c'est quoi? C'est un élément HTML, bien sûr. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on veut créer quelque chose, on lui crée un élément associé. Donc, il y aura quelque part un élément de formulaire. Il contient quoi? Il contient des champs que nous allons remplir ou cocher, etc. Ces champs-là s'appellent commandes. Et comme tout le reste en HTML, ça aussi, ce sera forcément des balises. Quelles sont les commandes qu'on peut rencontrer dans nos formulaires HTML? Eh bien, ce qu'on retrouve dans les autres formulaires tout court, d'une manière générale. Donc, vous aurez des champs de saisie de texte, vous aurez des menus déroulants, vous aurez des cases à cocher, vous aurez des boutons d'options. D'accord? Et pour chacun de ces éléments, bien entendu, il y a une balise associée et des éléments, etc. Comment ça se passe? L'utilisateur, vous lui soumettez le formulaire, il le remplit, et ensuite il vous le renvoie. Maintenant, HTML vous permet d'écrire le formulaire, de récupérer les données. Est-ce qu'il permet ensuite de les traiter? Non. Le rôle de HTML, c'est de collecter les données, et puis ensuite, vous pouvez lui soumettre, c'est-à-dire vous pouvez soumettre ces données-là à un agent qui va les traiter. Par exemple, si je dispose d'un serveur web, je peux écrire un script sur mon serveur qui va traiter ces données-là. D'accord? Et c'est bien sûr ce qu'on va faire par la suite quand on va faire le traitement des formulaires en PHP. Donc, HTML, il fait quoi? Il affiche un formulaire, il collecte les données, vous lui donnez l'adresse et il va envoyer les informations saisies par l'utilisateur au destinataire. Et ça s'arrête là. Ensuite, qui est-ce qui va prendre le relais pour traiter les données, pour les exploiter? Ce sera un script. D'accord? Donc, une partie du travail se fera en HTML, une deuxième partie se fera quand on va faire le web dynamique avec PHP. Alors, quelle est la balise qui permet de créer un formulaire? C'est la balise form. Donc, c'est un élément non vide, donc elle commence par form et elle se termine par /form. À l'intérieur, il contient toutes les commandes du formulaire. D'accord? On peut aussi avoir des balises qui ne sont pas des commandes, qui sont là pour organiser ou pour structurer notre formulaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver field set et legend qui permettent d'organiser le formulaire en partie. On va les retrouver après. On peut même retrouver le div et le span qu'on avait vu précédemment. Quand est-ce que je peux utiliser un div? Des fois, j'ai besoin d'organiser un formulaire sous forme d'un tableau. Enfin,
pas sous forme d'un tableau, en réalité, en plusieurs colonnes. Comment je vais faire ça? En utilisant le div. D'accord? Maintenant, la balise principale pour créer un formulaire, on a dit, c'est form. Quels sont les attributs supportés par cet élément-là? Alors, il supporte trois attributs, l'attribut name, le nom du formulaire, et les attributs method et action. Method, il sert à déterminer d'après quelle méthode de transmission HTTP les données atteindront leur cible. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une requête HTTP? On avait vu dans le premier cours que HTTP, c'est le langage utilisé pour la communication entre le client, qui est le navigateur, et le serveur web. D'accord? Je viens de vous dire que le formulaire permet de collecter des données pour les envoyer vers un serveur. Via quelle méthode? Quand on veut envoyer quelque chose, on envoie toujours avec le protocole HTTP. Il y a deux façons d'envoyer les données vers notre serveur. Soit j'utilise la commande get, soit j'utilise la commande post. Get, ça veut dire que c'est une requête vers une ressource sur le serveur. Donc, les données, dans ce cas-là, seront envoyées sous forme d'une liste de paramètres associés à l'URL. Donc, j'ai un ensemble de données. Quelle est la différence entre le get et le post? C'est sous quelle forme les données vont être envoyées au serveur. Get va mettre les données en argument dans l'URL. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, quand on a étudié l'URL, je vous avais dit à la fin de l'URL, il y a point d'interrogation, ensuite une liste d'arguments. Je vous ai dit, ces arguments-là nous permettent d'envoyer des données au serveur. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Nous allons utiliser l'URL pour envoyer des données vers le serveur. Quelles sont les données que je vais envoyer? Les données que l'utilisateur a saisies dans son formulaire. C'est-à-dire, s'il a soumis son nom, son prénom et son adresse, je vais envoyer le nom et le prénom et l'adresse vers le serveur via l'URL. Deuxième méthode, c'est la méthode post. Les données du formulaire seront envoyées à l'intérieur du corps de la requête HTTP. Quand on a étudié HTTP, je vous avais dit, il y a l'entête de la requête, il y a le corps. Le corps de la requête, c'est un petit peu comme le coffre d'une voiture. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Là, ce qu'on va mettre dedans, c'est quoi? C'est l'ensemble des données saisies par l'utilisateur que je veux envoyer vers le serveur. Quelle est la différence entre les deux approches? Le get est limité en termes de taille et en termes de sécurité. Pourquoi en termes de taille? Parce que c'est une URL, donc une chaîne de caractères. On ne peut pas y mettre beaucoup d'informations. Et en termes de sécurité, quand c'est mis dans l'URL, ça veut dire que n'importe qui peut lire les données. Alors que dans la méthode post, le fait de mettre dans le corps de la requête, ça veut dire que la taille est très importante. Vous pouvez mettre toutes les données que vous voulez. Vous n'êtes pas limité par la taille. Et vous avez moins de problèmes de sécurité parce que vos informations sont dans le corps de la requête directement. D'accord? On y reviendra. La différence entre get et post, on va y revenir quand on va étudier PHP. D'accord? Donc, les données, pour le moment, je vous donne une idée globale et ensuite, on va voir les détails. Maintenant, deuxième paramètre, c'est quoi? C'est action. C'est l'URL du script qui traite les données recueillies. Donc, action, c'est quoi? C'est l'URL d'un script que vous aurez écrit et mis sur votre serveur. D'accord? Que va faire ce script? Il récupère les données, il peut les vérifier, il peut les tester, il peut les sauvegarder, il peut faire des calculs avec. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Donc, la balise form, elle a un élément, un attribut action, c'est l'URL qui va recueillir les informations. Elle a un attribut method qui sert à spécifier de quelle manière les données vont être envoyées au serveur. Si elles sont envoyées dans l'URL, on mettra get. Si elles sont envoyées dans le corps de la requête, on mettra post. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un formulaire? Il y a des commandes. Vous allez remarquer que la plupart des commandes d'un formulaire passent par input. D'accord? Donc, la majorité vont passer par input.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a button, il y a select, il y a text area, il y a label. D'accord? Donc, mais là, les plus connus en tous les cas sont dans input. Par exemple, un champ de saisie texte, c'est input type égal à texte. Un champ de case à cocher, ce sera input type égal à checkbox. Un bouton, ce sera input type égal à button, ainsi de suite. Donc, c'est toujours le même élément qui est input. Et vous avez un attribut qui est l'attribut type qui va spécifier de quel type d'élément il s'agit. Alors, pour certains champs, il n'y a aucune indication qui permet de nous dire ce qu'on attend de nous dans un formulaire. Donc, certains champs ont besoin d'une étiquette pour que l'utilisateur comprenne ce qu'on attend de lui. Imaginez-vous qu'on vous affiche un champ et que vous ne savez pas quoi écrire. Si je vous mets à côté l'étiquette « saisir votre nom », vous comprendrez tout de suite que ce que j'attends de vous, c'est la saisie du nom. Cette étiquette que j'écris à côté, c'est quoi? C'est l'élément label. Alors, chaque élément label est associé à exactement une commande de formulaire. Comment elle est associée? Avec l'attribut for. Donc, l'attribut for à l'intérieur de l'élément label est égal à l'identifiant ID de l'élément associé. D'accord? Donc, voilà comment on les combine. On va voir un exemple. Regardez ici. Ça, c'est un champ de saisie texte. Regardez. Quand on n'écrit rien à côté, vous ne savez pas ce que vous allez écrire. Je reprends le même champ et je mets à côté username. Là, vous savez qu'on attend de vous la saisie du nom. Ce username que vous voyez ici, c'est ça l'étiquette, c'est ça label. D'accord? Quel est le code source associé? Regardez. Vous avez le champ que je viens de vous montrer, c'est un champ de saisie texte. C'est input type égale à texte. Je veux l'associer à une étiquette, label. Donc, je lui associe un attribut ID. Donc, ici, j'ai mis ID égale user ID. Je veux lui associer une étiquette. Donc, le ID ici, il doit être égal à quoi? À l'attribut for de l'étiquette. Donc, si je mets ici for égale user ID et ici ID égale user ID, qu'est-ce qu'il va faire? Il va savoir que cette étiquette concerne cet élément. Pour lui, c'est comme si c'était un seul objet et pas deux. D'accord? Si je clique sur l'un, il me renvoie vers l'autre. D'accord? Donc, voilà comment on fait les étiquettes. Quels sont les éléments qui auront besoin d'étiquettes? Les champs de texte, les cases à cocher, les boutons radio, ainsi que les menus. D'accord? Tous ces éléments-là sont dépourvus d'étiquettes par défaut et donc auront besoin d'une étiquette. On a dit input a plusieurs variantes qui seront distinguées par quoi? Par une différente valeur de l'attribut type. Donc, l'attribut type, par défaut, quand on ne le précise pas, ça veut dire type égal à texte. D'accord? Donc, il y a plusieurs types. Quelle est la valeur par défaut? C'est texte. Donc, si je vous dis input tout court, sans spécifier, que va comprendre le navigateur? Il va tout de suite mettre un champ de saisie texte. Quels sont les attributs utiles? Donc, on a dit, il y a l'attribut type. Il y a quoi aussi? Il y a l'attribut value qui va déterminer la valeur du champ transmise à la validation du formulaire. C'est-à-dire que mon formulaire, des fois, un champ peut avoir une valeur par défaut. Cette valeur par défaut sera dans l'attribut value. Et dans certains cas, l'utilisateur pourra modifier cette valeur en insérant une donnée dans le champ. Quel est l'attribut qui est important aussi pour tous les champs? C'est l'attribut name. Pourquoi il est utile? Parce que c'est cet attribut name qui va nous permettre de récupérer la donnée saisie par l'utilisateur. Quand je vais envoyer les données vers le serveur, j'utilise des variables. Ces variables, je les nomme comment? En fonction de l'attribut name qui a été donné par l'utilisateur. D'accord?
plutôt par le développeur, pas par l'utilisateur. Quels sont les différents champs, quels sont les différents types, d'accord, du champ input? Alors, input, type égale à button, c'est un bouton. Type égale à checkbox, c'est des cases à cocher. Color, c'est les couleurs. Date, c'est la date. Date time, local, donc c'est les informations d'horodatage, donc c'est les fuseaux horaires. Email, c'est l'email. File, c'est pour associer un fichier. Hidden, c'est les champs cachés. Image, c'est pour avoir une image cliquable. Month, c'est pour le mois. Number, c'est les nombres. Password, c'est les mots de passe, etc. D'accord? Maintenant, parmi ces éléments, il y en a qui ne sont pas très utilisés. D'accord? Par contre, il y en a qui sont très, très, très importants et on reviendra dessus par la suite. Donc, celui que vous trouverez le plus, bien entendu, c'est les zones de texte. Donc, input type égale à texte. D'accord? Et c'est la valeur par défaut. Crée une commande de saisie texte sur une seule ligne. Quels sont les attributs qu'on peut ajouter? On peut ajouter l'attribut size qui indique la largeur initiale de la zone de saisie et max length, le nombre maximum de caractères que l'utilisateur peut saisir. Or, ce n'est pas forcément la même chose. Regardez cet exemple. Size égale à 10, max length égale à 25. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon champ peut supporter jusqu'à 25 caractères. Mais seuls 10 seront affichés en même temps. Ça veut dire la taille du champ, c'est 10. Si je veux voir le reste, je vais pouvoir faire défiler jusqu'à voir tout le reste. D'accord? Donc, voilà la différence entre size et max length. On peut retrouver donc le même exemple que tout à l'heure. Donc, voilà le champ de saisie. Donc, c'est un petit rectangle comme ça. Donc, nous avons deux types de champs de saisie de texte. Il y a la saisie sur une seule ligne, si input type égale à texte. Quand c'est tout un paragraphe, par exemple, si je vous demande de saisir un commentaire ou de saisir votre adresse complète, ce ne sera pas une ligne, ce sera un paragraphe. Et là, ce n'est pas input type égale à texte, c'est un autre champ que nous allons utiliser. D'accord? Il y a un autre champ qui lui ressemble, qui est le champ mot de passe. Le champ mot de passe, c'est exactement comme un champ de saisie de texte, à une seule différence. À l'affichage, il ne vous affiche pas ce que vous avez saisi, il vous affiche des points. D'accord? Pourquoi? Pour cacher la saisie. Vous faites attention, cette sécurité est une sécurité à l'affichage uniquement, c'est-à-dire il ne crypte pas les données pour les envoyer. Si vous voulez les crypter, ce sera à vous de le faire. Qu'est-ce qu'il va se contenter de faire? Si quelqu'un vous regarde saisir votre mot de passe, il ne pourra pas l'écrire ou l'enregistrer derrière votre dos. C'est tout ce que vous aurez gagné. Si vous voulez crypter vos données, ce sera à vous de le faire par script. Voici un exemple du mot de passe. Là, j'ai deux champs, texte et mot de passe. Regardez, à premier abord, ils sont identiques. Maintenant, je vais essayer de saisir A, B, C, D. Regardez ici, vous les voyez. Maintenant, je vais saisir la même chose dans un champ mot de passe. A, B, C, D. Est-ce que ça s'affiche? Non. Voilà la sécurité que vous avez. Maintenant, est-ce que la sécurité ici est absolue? Non. C'est-à-dire que quand il va envoyer les données en clair. Regardez, hein. Regardez bien mon URL. Elle se termine par password.html, d'accord? Je vous avais dit, les paramètres, quand on les envoie par la méthode get, ils vont où? Ils vont dans l'URL. Après, le point d'interrogation. Regardez, je vais faire envoyer. Est-ce que vous avez vu apparaître ici un point d'interrogation? Vous voyez? Ce point d'interrogation, c'est quoi? C'est le début de la liste des arguments. D'où viennent ces arguments? Ces arguments-là, ce sont les deux champs que je viens d'envoyer. Alors, le premier
user ID, c'est ABCD. Celui-là, il était en clair. Le deuxième password, vous n'avez pas pu le voir. Regardez maintenant dans l'URL. Moi, j'ai saisi ABCD. Vous avez vu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il n'a pas crypté les données ni quoi que ce soit. Il a caché la saisie, mais il n'a pas fait autre chose. Donc, c'est un mécanisme de sécurité sommaire à l'affichage uniquement. Il ne faut pas trop compter dessus, d'accord? Ça, c'était pour les mots de passe. Ensuite, nous avons aussi des champs de recherche. Vous avez, par exemple, dans une page, vous avez un champ avec une petite loupe à côté, c'est-à-dire qui vous permet de faire une sorte de moteur de recherche local sur votre page. Cet élément-là, en général, a un affichage particulier, d'accord? Et on peut utiliser directement input type égale à search. D'accord? Donc, il aura un affichage particulier à l'écran. Ce sera simplement un champ de saisie avec une loupe à côté. C'est tout. Les coordonnées. Alors, les coordonnées, nous avons par exemple l'email, l'URL, le téléphone, etc. Alors, on peut très bien les faire avec type égal à texte. Input type égal à texte et vous saisissez ce que vous voulez. Sauf que si vous choisissez le bon élément, le navigateur peut vous aider dans la vérification. Par exemple, quand il sait que c'est un email, il va vérifier la présence du caractère arrobas. D'accord? Bien sûr, vous n'allez pas compter à 100% sur le navigateur pour faire la vérification, mais c'est une vérification sommaire dont il ne faut pas se priver. Voyez un petit exemple. Comment va s'afficher? Alors, regardez ici, j'ai un champ email, d'accord? Input type égale à email. À l'affichage, vous allez voir qu'il s'affiche comme champ de texte. Normal. Vous voyez? N'importe quoi. Et que je clique sur envoyer. Regardez. Veuillez inclure arrobas dans l'adresse email. Il manque le symbole. D'accord? Donc ici, il vérifie au moins la présence du symbole. Maintenant, si je l'ajoute, il y a une autre vérification qui va se faire. Regardez, veuillez saisir la partie membre compte, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et ça varie d'un navigateur à l'autre, hein, d'accord? Donc, il permet d'avoir une vérification sommaire. Donc, si vous utilisez le champ adéquat, au lieu d'utiliser input type égal à texte partout, il vous donne certaines vérifications. Il permet d'ajouter un champ pour la saisie de date. Voici le format, donc jour, / mois, / année. Permet aussi d'avoir sur lequel vous sélectionnez une date. Vous pouvez aussi مدام إذا قلت مدام ما يتكب عايش نسمعو. s'il vous plaît وين حبستو؟ أما هو وين La date, madame. معليش. Alors la date, c'est un champ qui permet d'ajouter un champ pour une date. Donc sous la forme jour / mois / année. Comme il permet aussi d'afficher un petit agenda sur lequel vous pouvez sélectionner votre date. Qu'est-ce qu'il nous permet aussi? Il permet de délimiter une date maximale. D'accord? On va essayer de voir ça sur un exemple. Alors, regardez, j'ai un champ ici, input type égal à date. D'accord? J'ai mis minimum et maximum. Alors, les dates sont en format anglais. Donc, on commence par l'année, pas par le jour. C'est pas comme en français. D'accord? Donc, ici, c'est le 1er janvier 90 et le 1er janvier 2000. À l'exécution, voilà ce qui va donner.
Vous voyez, clique sur ce petit agenda. Il m'affiche un petit calendrier sur lequel je peux choisir la date que je veux. Maintenant, est-ce que je peux choisir n'importe quelle date? Regardez. Quels sont les titres 99? Parce que j'ai choisi le 1er janvier. D'accord? Donc, mettez une plage de valeur. Donc, tout ça sans écrire de code. Madame. Vous avez aussi le champ number. Oui? Madame. Oui, je vous écoute. Oui? Le son est Aoudra. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez me répéter كيف ستة تاع la date parce que les connexions. D'accord. Donc, نعاود la date. Tout de suite. Oui. Alors, pour la date, input type égal à date permet d'ajouter un champ. Que permet ce champ? Il permet soit la saisie d'une date, soit de sélectionner une date sur un petit calendrier. Il nous permet aussi de pouvoir définir une plage de valeurs. La date. Avec l'exemple, donc nous avons input type égal à date minimale, j'ai choisi 1er janvier 90, maximale 1er janvier 2000. Vous remarquez que ma date paraît inversée. C'est parce que les dates supportées par HTML, c'est les dates au format anglais et non pas les dates au format français. Quand on exécute, voilà à quoi ressemble le champ date. J'ai deux possibilités. Je peux saisir ici. D'accord? Donc, par exemple, le 2 février. Madame, Oui? Madame, si je saisis une date, je regarde l'intervalle اللي درناه. Qu'est-ce qui va passer? Oui? نسيوها نستنى نديرو له تاع اليوم. On va voir ce qu'il va nous répondre. La date ou l'heure doit être égale ou antérieure au 1er janvier 2000. Pourquoi? Parce que درتها après 2024. Donc حنايا واش درنا entre 1900 et 2000 ياك؟ Oui. 1990 et 2000. Ah, d'accord. Un message il va s'afficher. Très bien. En 1990, par exemple 1900. Il va me dire égal au postérieur au 1er janvier 90. Donc, il fait une vérification des plages de date. Quelles sont les années qu'il va m'offrir? Regardez. Juste les années 91, 90, on a fait un, 91, 92. Vérification sommaire des plages de date, etc. Par contre, j'ai une remarque à vous donner. Donc, le navigateur n'est pas responsable de ce genre de vérification. Donc, s'il le fait, c'est tant mieux. S'il ne le fait pas, on n'a pas le droit de le juger pour autant. D'accord? Donc, les navigateurs. Madame. Selon leur version. Oui, madame, vous avez un problème de connexion. Je préfère quitter parce qu'avec Misbah, c'est la troisième fois qu'on reprend la date. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes disponible le week-end? Non, madame, قرب السبت. قرب السبت مدام صباح العشية.
Si j'arrive à placer la séance, bien sûr avec votre accord. Ce qui compte, c'est que ce soit quelque chose qui nous arrange tous. Sinon, je suis désolée pour aujourd'hui. Changer la connexion, c'est quelque chose qui me passe, la règle. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Madame, ما سمعناكش. Pas de connexion. Est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui. Oui. Pourquoi? On va arrêter le cours. Je comprends. عندي un problème de connexion. Il est très bon. Je vais quitter une troisième. Si encore une fois, je quitte et je reviens. D'accord. Ok. D'accord? Donc à tout de suite. Alors, je suis de retour. Le son, qui fait charaou. أوديك. madame. Ça, c'est rassurant. Pourvu que ça dure, ça. Donc, je vais partager mon écran. Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que raditni vraiment la séance تروح هكذاك. Oui, ما كاش ميم با زعما كان غير واحد داخل نكونوا فيه ليبر ابار لو Vous جو. voyez le problème. تما تروح la séance, ما كاش كيفاش نراترابيوها. Bon, بسم الله, on reprend. Le champ date. هذا نعاودو ولا سمعتوه؟ Normalement, c'est bon, madame. Normalement, c'est bon, c'est maintenant. C'est bon. Tant mieux. Donc, nous voulons le champ number. Le champ number permet de saisir une valeur, mais uniquement numérique. Alors, il vous donne deux avantages. Premièrement, ça veut dire que l'utilisateur ne pourra pas saisir autre chose que des nombres. Par exemple, des caractères alphabétiques. Deuxième chose, il vous permet aussi d'avoir une valeur minimale et maximale, c'est-à-dire vous pouvez définir une plage de saisie. D'accord? On va voir un exemple pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, j'ai un champ input type égale à number, min égale à 0, max égale à 10, par exemple. Quand on exécute, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des petites fléchettes. Les fléchettes, qu'est-ce qu'elles vont permettre? Regardez. Ça va de 0, ça descend plus. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, j'ai beau cliquer, il ne passe pas. Donc, il respecte la plage de valeur. Maintenant, si je veux saisir autre chose qu'une valeur numérique, par exemple, je veux saisir A. J'appuie sur A, ça ne s'affiche pas. Si je veux saisir 2, là, il me l'affiche. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Un contrôle sur les caractères, il ne m'autorise qu'à saisir des caractères numériques, et un contrôle sur la plage. Par exemple, si je lui donne un 25, et que je clique sur envoyer, cette valeur doit être inférieure ou égale à 10. D'accord? Donc, il fait une vérification, l'incrémentation, etc. Donc, c'est utile d'utiliser ce champ au lieu de input. Alors,
les anciennes versions, avant HTML5, qu'est-ce qu'on avait? On avait input égale à texte et on mettait tout. Que ce soit une valeur numérique, un email, un numéro de téléphone, quel que soit le champ, on mettait input type égal à texte. Donc, en HTML5 et version ultérieure, donc le Living Standard sur lequel on travaille dans ce module, font que cette spécialisation vous donne déjà certains contrôles sommaires par défaut dans le navigateur. Vous allez bien sûr ajouter ensuite par script, quand on va étudier JavaScript, quand on va étudier PHP, vous pouvez ajouter des contrôles supplémentaires. Mais c'est quand même pas mal de disposer de tout ça gratuitement. C'est-à-dire que c'est le navigateur qui le fait sans programmation. Qu'est-ce qu'on a aussi? Nous avons les boutons d'options. Les boutons d'options ou les boutons radio, c'est les boutons que vous avez et qui sont par groupe. C'est-à-dire quand vous sélectionnez un, ils désélectionnent l'autre. Ils sont en exclusion mutuelle. Alors, on le définit avec input type égale à radio et on lui donne une valeur avec l'attribut value. Dès que vous sélectionnez un, il désélectionne l'autre automatiquement. D'accord? Vous avez aussi la possibilité d'avoir un champ qui est sélectionné à l'affichage, présélectionné. C'est l'utilisation de l'attribut checked. Est-ce qu'il doit rester sélectionné? Non. Il est sélectionné par défaut, mais l'utilisateur aura toujours la possibilité de le modifier, ce qui est bien normal. Alors, est-ce qu'on a un exemple sur les boutons d'options? Voilà. Regardez, input, type égal à radio. D'accord? Ici, checked égale à check. Donc, il est sélectionné par défaut. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je reviens d'une minute au slide. Pour que deux champs ou plusieurs soient en exclusion mutuelle, c'est-à-dire je sélectionne un seul parmi toutes les options, il faut qu'elles soient dans un groupe. Comment on met plusieurs boutons dans le même groupe? Ils partagent le même attribut name. Si vous mettez plusieurs attributs name, pour lui, c'est des éléments qui sont indépendants, donc vous pouvez les sélectionner. Si ces éléments sont dans un groupe, ils seront en exclusion mutuelle. Dès que vous sélectionnez un, l'autre sera désélectionné. Par exemple, si je vous dis répondez par oui ou par non, est-ce qu'on peut répondre oui et non en même temps? Logiquement, on ne peut pas. Comment je vais faire pour obliger l'utilisateur à sélectionner un seul? Je vais les mettre dans un groupe et donc je vais leur donner la même valeur de l'attribut name. D'accord? On revient maintenant à l'exemple. Regardez ici, je les ai mis dans le même groupe. Name égale à genre, name égale à genre. Donc, c'est soit masculin, soit féminin. D'accord? À l'exécution, qu'est-ce que ça va donner? Alors déjà, les boutons d'option, c'est des ronds. Contrairement aux cases à cocher qui sont des carrés. Alors, ces ronds sont en exclusion mutuelle. Regardez, je n'ai rien sélectionné. Masculin est déjà sélectionné. Pourquoi? J'ai mis l'attribut checked. Est-ce que je peux le changer? Ben oui. Mais dès que je sélectionne un, l'autre est désélectionné. À quoi c'est dû ça? C'est le fait que ce soit des boutons radio, donc type égal à radio. Deuxième chose, je les ai mis tous les deux avec le même groupe, c'est-à-dire la même valeur de l'attribut name. Regardez, si je change ici le name, d'accord? Celui-ci, par exemple, je lui change, je le mets genre 1. Est-ce qu'ils ont la même valeur de l'attribut name? Non. Donc, pour lui, c'est deux groupes différents. Ça ne lui pose aucun problème. Maintenant, à l'exécution, je vais avoir une erreur. Là, je pourrais sélectionner les deux. Donc, si vous avez ce problème dans un formulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu une erreur dans votre formulaire. Voilà ce qu'il faut faire. Les éléments qui sont en exclusion mutuelle doivent partager la même valeur de l'attribut name. D'ailleurs, on a un TP sur ça, d'accord? Donc, retenez cette information-là. Vous en aurez besoin pour la suite. Les cases à cocher, c'est des petits carrés. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs, d'accord? Cette fois-ci, ils ne sont pas en exclusion mutuelle. Et vous pouvez sélectionner un par défaut avec le même attribut, toujours checked. D'accord? Donc, voici un exemple de case à cocher. Donc, ici, j'ai plusieurs cases à cocher. J'ai mis... Alors, pour le name, vous pouvez les mettre dans le même groupe
vous pouvez les mettre dans des groupes indépendants, c'est comme vous voulez. Dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments. Ici, par exemple, j'ai mis les... Oui. Madame, vous pouvez répéter à l'Icanin qui fait les deux. قولوا لي برك ما راحش الصون. Non, ما راحش. إما أنا نعاود لكم. Alors, tu as les deux radio. Précisez la question. واش حبيتوا؟ Oui, madame. واش حبيتوا نعاود au juste. مادام شغل كيفاش خدمنا بهم في زوج. Voilà, oui. هي normalement, il faut pas نخدم بهم في زوج. نخدم بهم في زوج. C'est une erreur. أنا واش راني حابة يكونوا en exclusion mutuelle. يخير واحد برك. Donc, la valeur de l'attribut name est identique dans les deux cas. C'est-à-dire, il faut que les deux soient dans le même groupe. Maintenant, imaginons par erreur, lors de la programmation, je ne les ai pas mis dans le même groupe. Ça, c'est une erreur. Par exemple, c'est le genre, et imaginons que j'ai oublié le E. C'est une erreur de saisie. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils ont le même attribut name pour le navigateur? Non. Non. Et s'ils n'ont pas le même attribut name, ça veut dire que pour lui, ils sont indépendants. S'ils sont indépendants, il peut sélectionner les deux à la fois. Regardez à l'exécution. Bon, j'ai oublié de sauvegarder, il faut sauvegarder. Regardez, hein. Je peux sélectionner les deux à la fois. Quand j'arrive ici, qu'est-ce que je réalise? Il y a une erreur. Imaginons que je suis en TP. Je vois que ça, c'est un problème. Quelle est la solution au problème? Je vais me dire, c'est sûr que je me suis trompée sur la valeur de l'attribut name. Et je reviens, je trouve effectivement que je me suis trompée et je rectifie. Donc, dès que tu as sélectionné les deux en même temps, c'est une erreur. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Le cas correct, c'est que les éléments qui sont ensemble dans le même groupe déroulent le même attribut name. Il y a 2 ou 3 qui sont ensemble et donc dérouleront la même valeur de l'attribut name. Si vous voyez que ça ne marche pas, le code comme souvent, c'est une erreur sur l'attribut qui pose problème. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Ça va? Oui, madame, merci. Oui. Madame, alors, oui. Madame, mais il y a des formulaires où on peut choisir 2 options. Donc c'est Hamlet. Regardez. Hamlet. Quand vous avez plusieurs options, regardez. C'est-à-dire que dans le formulaire, il y a la possibilité, c'est les checkbox. Regardez. Là, j'ai la possibilité d'en sélectionner autant que je souhaite. Donc, si vous voulez avoir un seul élément sélectionné dans un groupe, quelles sont les 2 choses à faire? Premièrement, input type égale à radio. Deuxièmement, même valeur de l'attribut name. Maintenant, si au contraire, je souhaite sélectionner autant d'éléments que je veux, quel est le champ que je vais avoir? Input type égal à checkbox. Regardez. Input type égal à checkbox. D'accord? Et vous pouvez avoir la sélection des éléments que vous souhaitez. Que vous les mettiez avec la même valeur de l'attribut name ou pas, ça donne le même résultat. À l'affichage, il va vous permettre d'une manière, c'est-à-dire dans un cas comme dans l'autre, de sélectionner autant d'éléments que vous souhaitez. D'accord? D'accord, madame, merci. Je vous en prie. Madame, Oui. alors c'est quoi la différence entre name ou ID? Name, c'est le nom qui va être donné au champ de formulaire pour générer une variable. Par exemple, j'ai un formulaire fait le nom, prénom. Je dois l'envoyer vers un serveur. Avec le nom que j'écris, c'est une valeur. Je dois la mettre dans une variable. Comment il va appeler la variable? Il va l'appeler en fonction de la valeur de l'attribut name que j'aurais mis. Donc, si je mets name égale nom utilisateur, la variable, elle s'appelle comment? Nom utilisateur. Si je mets name égale prénom utilisateur, la variable s'appelle prénom utilisateur. Il y a l'utilité de name. Est-ce que le name, il est clair? Oui, madame. Oui. Donc, on ouvre l'ID. ID, c'est un identifiant qui permet d'identifier de manière unique un élément dans une page. C'est-à-dire, ID, je dire 2 éléments avec le même identifiant. C'est interdit.
À quoi il peut servir? Il permet d'accéder directement à cet élément, soit dans un script, soit pour une feuille de style CSS. D'accord? Donc, l'élément ID, il peut aussi servir alors, soit dans un script. Donc, script, on peut accéder à l'élément dont l'identifiant est celui-ci. On peut l'utiliser en CSS, on va le voir après. On va dire, pour l'identifiant tel, mettre dans la couleur rouge, par exemple. Troisième possibilité, on l'utilise pour certains éléments. Vous vous rappelez tout à l'heure le for du label. Donc, quand on avait le champ étiquette, il était relié à un élément en utilisant quoi? Son ID. Donc, l'utilisation de name et de ID n'est pas la même. Est-ce que vous voyez un peu la différence, Bineton? Oui. Très bien. Non, madame. Maintenant, les cases à cocher et les groupes. Les cases à cocher, je peux leur mettre chacun un attribut name. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, il y a des cas. Madame, Madame, vous pouvez répéter. Là, Répétez, madame, la différence entre, s'il vous plaît, entre name et ID. d'accord. Alors, name, à quoi il sert? Il sert à donner un nom à la variable qui va être envoyée au serveur. Je vous donne un exemple. Si j'ai un champ qui doit collecter le nom d'utilisateur, name égale username. Quelle est la variable qui va être envoyée? Username. Donc, je dois envoyer une valeur au serveur. Est-ce que nous avons des valeurs toutes seules? En général, on les met à l'intérieur d'une variable. Le nom de la variable, c'est l'attribut name que vous aurez donné. Est-ce que name, c'est clair? C'est bon? Oui, madame. Oui. Pourquoi je prends ID? ID, c'est pour identifier un élément du document de manière unique. D'accord? C'est comme si je lui ai collé une étiquette. À quoi ça peut servir? À plusieurs choses. Je peux utiliser l'identifiant avec ID en CSS. Je peux l'utiliser en JavaScript. Je peux aussi l'utiliser pour relier mon élément à un autre élément. Par exemple, vous vous rappelez tout à l'heure, donne un élément label. L'élément label, pour l'associer avec un élément, je laisse me dérouler ID. For. Oh. For, ma ID, c'est le deuxième élément. ID. Ah, ok. Exactement. Donc, il y a un élément input avec un ID, il y a un élément label avec un for. Le for et le ID doivent correspondre. Donc, on met des utilisations. En général, tu as le ID. Donc, vous voyez que l'utilisation de elle est très différente. C'est bon? Oui, madame. Très bien. Maintenant, on revient au name. Maintenant, si je veux mettre plusieurs champs checkbox dans le même groupe, est-ce que je peux? Oui. Par exemple, je vais mettre name égale à matériel partout. Si je mets le même attribut, name, ça veut dire que ça va générer la même variable. On va essayer de raisonner en tant que programmeur. Si je vous sélectionnez une première valeur et ensuite vous sélectionnez une deuxième valeur dans une variable, il y aura écrasement, vous êtes d'accord? Sur 10 valeurs, il va me donner juste la dernière. Et donc, je ne pourrai pas récupérer toutes les valeurs. Quelle est la solution si vous voulez stocker dans une variable plusieurs valeurs? Je n'ai à la solution qui a été proposée en programmation. Les tableaux, des listes. Un tableau. Les tableaux, les listes, etc. Et bien, dans notre cas, on va utiliser un tableau. Comment dire au navigateur créer une variable de type tableau et non pas une variable simple? Je lui ajoute des crochets vides comme ça derrière. Vous voyez l'exemple? Vous avez matériel, crochet. Si je mets matériel tout court, c'est une variable simple. Si je mets des crochets, ça veut dire que c'est un tableau. Dans ce cas-là, puisque c'est un tableau, est-ce qu'il va écraser? Non. À chaque fois que vous allez sélectionner un élément, il va l'ajouter et le récupérer. Et donc, il n'y aura pas d'écrasement. Donc, pour les boutons d'option, les boutons radio, le problème ne se pose pas. Là, ils sont en exclusion mutuelle. Donc, il y a une seule valeur qui va être récupérée. Si j'ai une valeur pour une variable, tout va bien. Donc, j'arrive aux cases à cocher, j'ai deux possibilités. Soit chacune a un attribut name. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si je fais le choix de mettre toutes mes valeurs dans le même attribut, la même valeur name, il faut prévoir un tableau
pour éviter un écrasement de nos données. D'accord? Donc, vous choisissez l'option 1 ou bien l'option 2. On a un petit exemple ici. Regardez ici, j'ai deux façons de présenter le même problème. D'accord? Donc, soit avec des valeurs name différentes, name égale lecture, musique, dessin. 3 variables, 3 valeurs. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y en a pas. Tout va bien. Le deuxième, j'ai choisi d'avoir le même name. Si j'ai le même name, il risque d'y avoir écrasement. Et donc, je dois spécifier au navigateur qu'il s'agit de type ajoutant ces petits crochets à côté. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser cette méthode, vous pouvez utiliser celle-là. Les deux sont correctes, les deux fonctionnent. Est-ce que ça change quelque chose dans l'exécution? Non. Dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez sélectionner plusieurs champs à la fois. Regardez. Rappelez-vous, le premier, c'est plusieurs names. Le deuxième, c'est le même name. Plusieurs names, j'ai pu sélectionner les 3. Maintenant, les 3 ont la même valeur de l'attribut name. Est-ce que je vais les sélectionner? Oui, il n'y a aucun problème. D'accord? Et il n'y aura pas écrasement parce que tout ça va être mis dans un tableau et envoyé vers le serveur. Donc, voilà comment faire pour éviter l'écrasement des données si vous voulez choisir le même name. Nous avons aussi type égale à color. Alors, il permet de récupérer une couleur en fonction de la palette de couleurs système. D'accord? Ça aussi, c'est très pratique. Donc, au lieu de demander à l'utilisateur de vous donner une couleur, et ça ne peut pas être aussi précis qu'une palette système, donc on va ici lui demander de sélectionner directement sa couleur. Regardez, c'est très simple. Type égale à color, d'accord? Et comment il va faire? Il va récupérer la palette système et vous l'afficher pour sélection. Voilà à quoi il ressemble. Vous appuyez. Vous choisissez ici une plage. Par exemple, je suis dans le bleu. Je choisis une nuance de bleu. Regardez, c'est très précis. D'accord? Et c'est bon. Et vous faites envoyer. Il va envoyer le code associé précisément à cette couleur. D'accord? Donc, ce qui peut être très intéressant pour certaines applications graphiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Cacher des données. Alors, à premier abord, on peut se dire que c'est bizarre d'avoir un champ de formulaire qui ne s'affiche pas. Un champ de formulaire est destiné à s'afficher. Dans certains cas, j'ai besoin d'envoyer des données vers le serveur à l'insu de l'utilisateur. L'un de ces moyens, c'est d'envoyer les données dans un champ caché. Comment on définit un champ caché? Input type égale à hidden. Il ne va pas s'afficher à l'utilisateur. Mais le fait que je vais lui associer un attribut name, à chaque fois que vous associez un attribut name, qu'est-ce qu'il va en créer? Une variable. Et donc, cette variable, vous pouvez mettre à l'intérieur une valeur et elle va être reçue par le serveur pour lui transmettre une certaine information. D'accord? Donc, c'est un moyen d'envoyer des données à votre serveur à l'insu de l'utilisateur. Et nous allons l'utiliser en PHP. Qu'est-ce qu'on peut aussi avoir? On peut avoir la valeur file qui permet d'envoyer un fichier. On peut avoir la valeur button qui permet de créer un bouton. D'accord? Donc, pour créer un bouton, vous avez soit input type égale à button ou bien la balise bouton. Les deux sont un petit peu différents. Donc, il y en a un qui est... Alors, input type égale à button, ça donne un bouton basique. Il faut savoir aussi que les boutons n'ont pas de fonctionnement par défaut. Il faut toujours l'activer par programmation. Vous allez créer un script qui permet de réagir au clic sur ce bouton-là. Regardez, si j'ai un bouton, mais qu'il n'y a pas de script, pour le moment, je n'ai pas encore étudié JavaScript, je ne connais pas. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai. Input type égale à button. D'accord? Simple bouton. Alors, ne regardez pas le deuxième. Vous en aurez deux. On en parlera après. Donc, pour le moment, regardez juste simple bouton.
Voici le bouton simple que j'ai. Je clique, il ne se passe rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce bouton ne peut pas fonctionner uniquement avec HTML. Si je veux qu'il fonctionne, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut lui ajouter un script. On va apprendre à faire ça en JavaScript. D'accord? Nous avons par contre deux boutons qui ont un fonctionnement par défaut. C'est les boutons Submit et Reset. Le premier bouton Submit, c'est pour soumettre le formulaire, c'est le bouton Envoyer qui permet d'envoyer le formulaire. Et et Reset, c'est un bouton qui permet de réinitialiser les champs, c'est-à-dire soit les remettre à zéro, soit leur remettre la valeur initiale ou la valeur par défaut s'ils avaient initialement une valeur. D'accord? Donc, Submit, je crois qu'on peut le trouver partout. Alors, dans tous les formulaires qu'on a vus jusqu'à présent, il y a toujours à la fin Input type égale à Submit. Ça, c'est le bouton de soumission de votre formulaire. D'accord? Donc, vous lui donnez une valeur et c'est cette valeur qui va s'afficher sur le bouton. Donc, si on exécute ici, voilà le bouton Submit. C'est celui-là, c'est envoyer. Comment il fonctionne? Quand vous cliquez sur ce bouton, il récupère toutes les données saisies dans votre formulaire. Il va mettre chacune dans une variable. Comment s'appelle cette variable? Cette variable a le nom de la valeur de l'attribut name du formulaire. D'accord? Donc, name égale à nom, la variable s'appelle nom. Name égale à prénom, la variable s'appelle prénom, et ainsi de suite pour tous les champs de formulaire. Ensuite, il va les mettre tous dans une structure de données. Il va les envoyer vers le serveur. Où est-ce qu'il va trouver l'URL du serveur? Dans la balise form, on a un attribut action. C'est ça l'URL du serveur. Donc, il va les envoyer vers ce serveur-là. Et vous avez deux manières d'envoyer les données. Est-ce qu'il les envoie dans le corps de la requête HTTP ou est-ce qu'il les envoie dans l'URL? C'est en fonction toujours de la balise form. Si j'ai mis method égale à get, il envoie les données dans l'URL. Si je mets method égale à post, il envoie les données dans le corps de la requête. Regardez, je vais vous donner un petit exemple ici. Même si je n'ai pas de serveur, quand je clique sur envoyer, vous allez voir un changement de l'URL. Regardez la fin de l'URL, ça se termine avec .html, il n'y a rien derrière. Quand j'appuie sur envoyer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'envoyer dans l'URL parce que c'est la valeur par défaut. Vous voyez le point d'interrogation? Et il essaie d'envoyer ensuite les données. D'accord? Donc, le point d'interrogation ici, c'est le début de la liste des arguments. Alors, bien sûr, ici, je n'ai pas de serveur, donc vous n'aurez pas d'envoi effectif des données. Alors, il faut toujours utiliser les étiquettes, il ne faut pas les oublier. D'accord? Nous avons aussi, donc maintenant, on va sortir un petit peu de input. Donc, nous avons les éléments select et option. Ça sert à créer des menus déroulants. Donc, quand vous voulez créer un menu déroulant, c'est avec select. Et chaque élément de menu à l'intérieur du select, c'est un élément option. Quels sont les attributs possibles dans select? Nous avons l'attribut name et nous avons l'attribut size. D'accord? Donc, le name, c'est le nom du select. Il sert à quoi? Il sert à générer une variable qui récupère le choix de l'utilisateur. Size, c'est la taille du champ. D'accord? On va prendre un exemple. Alors, vous avez ici une liste. Alors, une liste avec toujours select. D'accord? Name, c'est le nom de la variable. Size, c'est la taille affichée. Size égale à 1. Ça ne veut pas dire que la liste contient un seul élément. Ça veut dire que la liste affiche un élément à la fois. Comment je peux accéder aux autres?
en faisant défiler. Donc ici, par exemple, malgré que size est égal à 1, vous voyez que j'ai plusieurs éléments à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Il y a 3 éléments dans le select. Chaque élément d'un select est défini par quoi? Par option. Chaque option a une valeur. Donc, quand vous sélectionnez un élément option, cette valeur est mise dans la variable couleur. Parce que name égale à couleur. Donc, la variable, elle s'appelle comment? Couleur. D'où on récupère les valeurs? Si vous choisissez ici, ça donne violet. Sinon, si vous choisissez la deuxième, ça donne bleu, etc. Ça, c'est une liste simple. C'est-à-dire, je peux choisir un seul élément parmi la liste. Et donc, le problème ne se posera pas. Une variable contient une valeur. Regardez, il affiche une seule, mais je peux faire défiler et je choisis ce que je veux. Donc, voilà pour les listes à sélection simple. Combien de valeurs je peux saisir? Une seule. Madame, nous quand dire size égal à 2, je sais pas. Size égal à 2, il y a affiché le xoj. Quel est l'exemple tout de suite? On va le voir. Ok. Juste après, quel est l'exemple? L'ajout de l'attribut. Il y a un attribut qu'on peut ajouter si je veux sélectionner plusieurs éléments dans une liste. C'est quoi? C'est multiple. Il permet de sélectionner plusieurs options de la liste. Vous maintenez la touche contrôle enfoncée et vous cliquez sur autant d'éléments que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer là? Je vais reprendre l'exemple que je viens de voir. Regardez. Là, c'est une liste à sélection multiple. J'ai plusieurs options et j'ai la possibilité, parce que j'ai mis ici multiple, ça veut dire que je peux sélectionner plusieurs. Et là, c'est le même problème qu'on avait vu tout à l'heure dans les checkbox. Si je choisis plusieurs valeurs pour une variable simple, il y aura écrasement et seule la dernière valeur va être récupérée. Donc, si je veux récupérer des valeurs multiples, quelle est la structure de données qui me convient? C'est un tableau. Ou qui fait le navigateur que j'ai besoin d'un tableau, j'ajoute les crochets. Alors, les crochets là, ils sont vides, ne mettez pas un blanc. Ils sont vides. Il n'y a rien entre les deux. D'accord? Donc, ne pas mettre de blanc. Oui. Madame, les crochets, ils sont dans le name ou dans le value? Dans le name. Ok. Choufez. La variable est de type tableau. La variable, elle est délimitée par value ou par name? C'est name. Elle crée la variable. Value, c'est quoi? C'est la valeur. Mais je problème avec la valeur. Le problème, c'est la nature de la variable. Si la variable est une variable simple, il y aura écrasement. Si la variable est de type tableau, il n'y aura pas écrasement. Autre chose, votre camarade nous a dit, nous can size, au lieu d'être égal à 1, can égal à 2, ou là, égal à 3. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir 3 champs qui vont s'afficher à la fois. Et je pourrais faire défiler pour voir les autres. On va exécuter notre exemple. Vous l'exécutez, non? Je crois qu'il est ouvert. Voilà. Regardez, hada size égal à 1. Il y a un seul élément et je peux faire défiler. Hada size égal à 3. Vous voyez combien d'éléments? 3. Pourtant, il y en a plus. Hein? Et je peux faire défiler. Donc, le size, ce n'est pas la taille de la liste. C'est la taille affichée. Il peut y avoir à l'intérieur plusieurs. Maintenant, si je sélectionne plusieurs valeurs, je maintiens la touche contrôle enfoncée et je peux sélectionner autant de valeurs que je souhaite. Bien sûr, en ayant prévu l'attribut multiple. D'accord? Donc, voilà comment créer des listes déroulantes en utilisant HTML. Madame. Oui. C'est quoi la différence entre هذاك blue لو مكتوب entre les balises ou blue اللي راهو في value? Entre les balises ou value? On les exemples. Mais je ne comprends pas votre question. Oui. في value مكتوب blue ou entre les deux balises d'options مكتوب تاني bleu. C'est quoi la différence? Oui, question très intéressante. هذايا, c'est ce qui est affiché à l'utilisateur dans le menu. Ça, c'est la valeur qui va être envoyée dans la variable vers le navigateur. Pardon, vers le serveur. D'accord?
Des fois, par exemple, la langue peut être différente. Par exemple, je peux mettre un bleu, vert, rouge, rose, etc. pour afficher à un utilisateur en français. Imaginons que il y a les variables, je veux les envoyer à un script. Value égale à blue, ou la green, ou la red. Ce n'est pas les valeurs qui vont s'afficher, c'est les valeurs qui sont. Ah, ok. Donc ça dépend de la langue. Pas forcément la langue. Des fois, on veut réduire. Par exemple, je ne veux pas donner une taille entière. Imaginez-vous s'il y avait ici toute une ligne. L'option, c'est pas court. Ça se pourrait que ce soit toute une phrase. Et d'ailleurs, vous pouvez choisir comme valeur une valeur plus courte. Ah, d'accord. Okay. Donc, ce que vous allez retenir, c'est que ça sert à l'affichage. Et ça, c'est la valeur qui va être envoyée au serveur. مادام كنا ما نسحقوش الاي دي نديروها. شوفي نقدر نسحق الاي دي باغ اكزومبل لو كان نزيد اون اتيكيت. نقدر نسحق الاي دي لو كان جو في اوتيليزي سي اس اس. مي لا بور لو مومون ما سحقيتش الاي دي. اوكي ميرسي. فوالا. Madame, Oui. Vous pouvez répéter le rôle de multiple شيدر. Le rôle تاع multiple, c'est كي تحب تكون عندك une liste ou sélectionner plusieurs éléments على خطرة. Parce que normalement dans une liste تخير واحد وخلاص. D'accord? مادام كي تكون عندنا ميلتيبل نقدروا نديروا زعما 3 ولا 4 ماشي شرط زعما. Exactement. نقدروا نديروا 3 ولا 4 à une condition. شوف نعاودوا لي l'exemple اللي وريت لكم. شوف دير هدايا لاتريبي مولتيبل ايكال ا مولتيبل تسمى خلاص يوتوريزيك باش تاخذ بلوزيور. تقدر تخير 3 ولا 4 بصح لا كيستيون لو كان تخير 3 ولا 4 ولا فاريابل تاعك عندك اون فاريابل سامبل واش راح يصرى؟ راح يكرازيهم كاع ويدي غير هذيك الرابعه هذيك غير لا ديرنيير. دونك الا راك حاب يديهم كاع واش لازم يديرهم دون ان طابلو. الا حبيتي ديرهم دون ان طابلو ما تنساش في لا تريبو نيم زيد هاد لي كروشي هذا. وي هذاك لو كان ما ديرش لي كروشي هنايا يدي لك 3 ولا 4 بصح كي تروح تحوس لي ريزولتا واش راح تلقى الاخر برك. تما تعرف باللي كرازالك لي فالور ودا لا ديرنيير برك. داكور. سي بون مدام ميرسي مدام. مدام لو سايز سي لو نومبر اللي راح يتافيشا زعما شحال من كولور في ليكرون. شحال من ماشي شحال من كولور صادير شحال من شون يبان في ليكرون. سايز ايغال ا 1 يبان دابا. سايز ايغال ا 2 يبانو زوج. سايز ايغال ا 3 يبانو 3. بصح اسكو غير هاد الثلاثه اللي كاينين؟ لا وي كاين بلوزيور. Il peut y en avoir plusieurs à l'intérieur. D'accord. Merci. Opt group, c'est quand vous avez une liste très longue, vous pouvez la découper en parties. Là, je n'ai pas prévu d'exemple, mais imaginons par exemple, on vous dit choisissez, sélectionnez votre pays. Est-ce qu'on va vous mettre tous les pays du monde dans une liste? C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait en général? On regroupe les pays par continent. On les regroupe par région. D'accord? C'est la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Comment faire pour découper une liste en plusieurs parties? C'est l'utilisation de l'élément opt group. D'accord? Maintenant, l'élément button. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, on peut créer un bouton simple en utilisant input type égale à button. Ça fonctionne. Si vous voulez un bouton un peu plus élaboré, vous pouvez utiliser Meshi input type égale à button, la balise button directement. Qu'est-ce que vous gagnez? Button, par exemple, peut inclure un élément à l'intérieur. Par exemple, je peux mettre une image à l'intérieur de mon bouton. Je vous ai prévu un petit exemple. Je veux créer un bouton simple. J'utilise input type égale à button. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Maintenant, si je veux utiliser button, là, j'ai la possibilité, parce que j'ai button, c'est une balise non vide. Donc, balise ouvrante, balise fermante. Je peux mettre à l'intérieur ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai choisi de mettre ici? J'ai mis une image. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un bouton, mais qui va s'afficher sous forme d'une image cliquable.
Si je clique sur cette image, c'est exactement comme si j'avais cliqué sur le bouton. D'accord? Regardez ce que ça donne. Je n'ai pas trouvé de petits boutons, donc regardez. Donc ça, c'est l'image bouton. Donc je peux appuyer sur ce bouton exactement comme j'appuie sur celui-ci. D'accord? Donc bien sûr, les images de boutons ne sont pas aussi grosses. Il y a des images spéciales, c'est des images d'icônes qui sont dédiées à cet effet. Maintenant, dans un cas comme dans l'autre, regardez, le fait de cliquer, rien ne s'exécute. Pourquoi? Parce que je vous l'avais dit précédemment, ces deux boutons doivent être activés par script. C'est-à-dire que c'est à moi de définir quelle est l'action qui va être exécutée lorsque je clique sur ce bouton. Et ça ne peut pas se faire en HTML, ça doit se faire par programmation. Et donc, en utilisant JavaScript. Alors, les champs de texte simple, on avait vu, c'est type égale à texte. Maintenant, quand vous avez tout un paragraphe, c'est-à-dire plusieurs lignes à saisir, vous utiliserez plutôt un champ text area. Ce n'est pas input type égale à text area, c'est text area tout court. Quels sont les attributs que je peux ajouter? C'est rows et columns. Donc ici, à quoi ça sert? À délimiter la taille en termes de lignes et de colonnes de votre champ. Voilà à quoi ressemble, pour voir un peu la différence, voilà à quoi ressemble text area. C'est pas pareil, c'est pas sur une seule ligne. Alors vous le trouverez par exemple pour les adresses, vous pouvez le trouver aussi pour les commentaires, d'accord? Et vous avez la possibilité de le redimensionner au besoin. L'élément data list. Alors, vous avez le champ de saisie et vous avez la liste. Le data list, c'est une combinaison des deux. Vous avez la possibilité de sélectionner un élément dans une liste, mais si l'élément que vous cherchez n'est pas dans la liste, vous pouvez le saisir vous-même. Jusqu'à présent, quand on avait vu dans le select, j'ai un menu figé. Si je ne trouve pas l'élément qui me convient, tant pis pour moi. Data list va régler ce problème. Regardez l'exemple. Dans cet exemple-là, je passe par l'exécution d'abord, ensuite je vous explique, d'accord? Ça ressemble à un champ de saisie simple. Regardez. J'ai par exemple plusieurs wilayas. Maintenant, imaginons que je sois né à Oran. Oran ne figure pas sur la liste. Comment je vais faire? La data list me donne la possibilité de faire la saisie. Donc, j'ai une liste, je peux sélectionner un élément. Si aucun champ ne répond à mes besoins, je peux toujours saisir. Donc, c'est la combinaison d'une liste et d'un champ de saisie. Comment s'écrit cet élément? Alors, c'est la combinaison de deux éléments. Vous avez input liste égale, par exemple ici, wilaya, et vous avez en bas une autre balise qui est data list avec la valeur ID. Vous voyez, ça c'est une autre utilisation de ID. Comment je fais la correspondance entre le champ input et la liste? La valeur de l'attribut list en haut est égale à l'attribut ID en bas. Ça, c'est le champ de saisie et le data list, c'est les différentes options. D'accord? Quand on les combine, ça veut dire que l'utilisateur pourra choisir une de ces options. Si aucune option ne satisfait notre utilisateur, il pourra toujours saisir une valeur de son choix. Voilà l'intérêt des data lists. Il y a d'autres champs, pas très utilisés, par exemple le champ output. Il sert, par exemple, à recueillir une sortie ou le résultat d'un calcul. Par défaut, output n'est pas un champ dans lequel je vais saisir une valeur. Normalement, c'est un script qui va écrire dans ce champ. Par exemple, si je vous demande de faire une calculatrice, par exemple, opérande 1, opérande 2, opération, ça, c'est des champs d'entrée. Le résultat ne devrait pas être un champ d'entrée, c'est une sortie. Mais qui va écrire dedans? Est-ce que c'est l'utilisateur? Non. Celui qui va écrire dedans, c'est un script. Par exemple, on va écrire en JavaScript.
Maintenant, on revient un petit peu sur les champs input type égal à texte. Nous avons certains attributs qu'on n'a pas traités tout à l'heure. Par exemple, l'attribut placeholder permet d'écrire un texte à l'intérieur du champ pour orienter l'utilisateur, mais qui va disparaître de lui-même. D'accord? Regardez. On va revenir à l'exemple du début. J'ai un champ ici, input type égal à texte, placeholder, saisir votre nom d'utilisateur. Ça va donner à l'exécution. Regardez, il écrit le texte en gris à l'intérieur. Quand je sélectionne, dès que je commence à écrire, regardez, il disparaît. Donc, à quoi sert le texte? Il sert uniquement à m'indiquer ce que l'utilisateur doit saisir dans ce champ-là. D'accord? L'attribut autofocus, donc, il permet de sélectionner automatiquement un champ précis d'un formulaire dès que le document est chargé. C'est-à-dire qu'au lieu de placer vous-même le curseur sur un champ, le curseur est automatiquement posé sur l'élément qui a cet attribut-là défini. Là, je me suis trompée. Il y a une condition en HTML qui dit que chaque attribut doit avoir une valeur, même si elle est par défaut. D'accord? Donc, autofocus égale autofocus. Donc, si je n'écris pas ça, mon code ne sera pas syntaxiquement correct si je le fais passer par un test de validation. D'accord? Je risque d'avoir un problème. Donc, ça, il faut le corriger. Donc, cet attribut permet de sélectionner un champ précis, mais pour que ça marche, il faut que vous mettiez cet attribut sur un seul élément. Vous n'allez pas le mettre sur tous les éléments du formulaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? L'attribut required. C'est un attribut qui permet de rendre un champ obligatoire. C'est-à-dire, si l'utilisateur ne le saisit pas, on lui affichera un message d'erreur. Regardez, j'ai ajouté required à un champ. Qu'est-ce que ça va donner à l'exécution? Je vais le laisser à vide. Veuillez renseigner ce champ. D'accord? Maintenant, malgré que le navigateur fait cette vérification, vous allez voir que quand on va arriver à JavaScript ou quand on va arriver par la suite à PHP, je vous demanderai toujours de vérifier si un champ a été correctement saisi avant de récupérer l'information et de la traiter. Est-ce que, si je vous demande ça, cette réponse-là, je vous dis comment vérifier un champ, vous mettez required et c'est tout. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. Parce que le navigateur n'est pas tenu, n'est pas obligé d'exécuter ça. D'accord? Ça dépendra de la version du navigateur, ça dépendra du navigateur choisi. Certains navigateurs vont l'accepter, d'autres vont carrément l'ignorer. Et donc, on va l'utiliser, oui, mais on ne va pas trop compter dessus. Quand vous avez des vérifications à faire, il faut toujours les faire par programmation. D'accord? Ce n'est pas interdit de faire ça, mais ne comptez pas trop dessus. La vraie vérification se fait par script. Et on va l'apprendre ensemble. Nous avons aussi un attribut qui est l'attribut autocomplete. C'est un attribut qui est très pratique. Des fois, quand vous êtes sur un navigateur, on vous dit, est-ce que vous voulez que le navigateur enregistre l'information? Par exemple, mon email, il l'enregistre pour que je n'ai pas à le saisir à chaque fois. Là, d'habitude, je réponds oui, parce que ça m'arrange. Maintenant, si vous êtes développeur et que vous créez des applications, par exemple, de bancaire pour accéder au compte de vos clients en ligne, est-ce que vous allez autoriser l'utilisateur à compléter automatiquement les différents champs? Normalement, en tant que développeur, vous devriez le bloquer. Pourquoi? Parce que si quelqu'un usurpe le téléphone ou l'ordinateur de l'utilisateur et que autocomplete est activé, ça veut dire qu'il peut récupérer les dernières valeurs saisies et accéder au compte de votre client. Donc, autocomplete doit être toujours désactivé quand vous avez des informations critiques, informations bancaires, données personnelles, etc.
Pour tout le reste, lorsque les informations ne sont pas, par exemple, un pseudo, etc., pour un simple site, dans ce cas-là, vous pouvez mettre l'autocomplétion. Ça permet d'éviter à l'utilisateur de faire trop de saisies. Donc, information critique, désactiver autocomplete. Maintenant, comment organiser mon formulaire? Je ne vais pas mettre tout mon formulaire en bloc, je peux l'organiser en sections. Comment s'organisent les sections dans un formulaire? Par field set. En général, chaque field set parle d'un domaine bien défini. Et il a un titre qui est Legend. D'accord? Donc, j'ai un bloc qui va être encadré, qui contient un titre qui est l'élément Legend. Voyons un petit peu ce que ça donne à l'affichage. Regardez, j'ai un formulaire qui contient plusieurs sections. Je préfère vous montrer l'exécution d'abord. J'ai un formulaire qui contient plusieurs sections. Première partie, c'est les informations personnelles. Qu'est-ce qu'on trouve? Le nom, le prénom, le sexe, date de naissance, lieu de naissance, etc. J'ai mis tout ça dans un field set. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un titre, information personnelle. Et puis ensuite, il y a un cadre qui englobe toute cette partie. Alors tout ça, c'est quoi? C'est le premier field set. Le titre que vous voyez, c'est quoi? C'est l'élément Legend. Ensuite, deuxième élément. Information d'authentification. Pareil, elle est encadrée et avec un titre. Le cadre, c'est le field set. Et information d'authentification, c'est Legend. Pareil, pour divers, c'est la même chose. Toujours, il encadre et il met un titre. Voilà le code source. Vous allez mettre field set. Ensuite, vous mettez Legend, le titre. Et une fois que vous terminez, vous fermez avec /fieldset. D'accord? Et il vous donne l'affichage que vous aviez, bien sûr que vous pouvez améliorer ensuite en utilisant CSS par la suite. D'accord? Donc, Madame, vous pouvez répéter? Oui, bien sûr, je reviens sur l'exemple. Si vous voulez découper votre formulaire pour l'organiser en plusieurs parties, chaque partie parlant, c'est-à-dire ayant des informations connexes, vous allez les découper en plusieurs field sets. Field set, c'est quoi? C'est un groupe de commandes qui traitent du même problème. Je vais vous donner un exemple. Le nom, prénom, adresse, tout ça, c'est quoi? Date de naissance, lieu de naissance. Ça, c'est les informations, madame. Les informations personnelles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux les mettre dans le même groupe. Je définis pour ça l'élément field set. Et je lui associe un titre. Quel est son titre? C'est l'élément Legend. Ensuite, je mets tous les éléments. Une fois que les éléments de ce groupe sont terminés, je ferme l'élément /fieldset. À l'affichage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me les encadrer et me mettre le titre en haut. Regardez, hein. Je vois d'informations personnelles, comment ça va s'afficher. Voici le titre. Et voici le cadre. D'accord? Voilà comment s'affiche le field set. Sémantiquement parlant, il sert à quoi? Il sert à mieux organiser le formulaire pour que l'utilisateur puisse s'y retrouver. Si vous mettez un formulaire très long avec les données toutes mélangées, ça complique un petit peu les choses à l'utilisateur. Alors que si vous l'organisez comme ça, chaque information mise en évidence dans un groupe, ça paraîtra plus structuré, plus organisé. D'accord? Maintenant, Oui, madame, merci. je vous en prie. Maintenant, l'importance de l'attribut name. Chaque fois que vous créez un champ de formulaire, mettez automatiquement l'attribut name. Maintenant, l'attribut ID, est-ce que je le mets tout le temps? Non. Je mettrai l'attribut ID quand j'en aurai besoin. Par contre, l'attribut name, je n'ai pas à me poser la question est-ce que j'en aurai besoin ou pas. Il est indispensable dans un champ de formulaire si je veux récupérer sa valeur. D'accord? Donc, la valeur donnée à cet attribut doit être choisie avec soin parce que c'est elle qui va permettre de générer le nom de la variable. Autre chose, faites attention à la saisie.
Si vous la saisissez en majuscule ou en minuscule, c'est comme ça que la variable sera créée. Et certains langages comme PHP sont sensibles à la casse. Donc, beaucoup de problèmes de programmation seront évités si vous respectez exactement la syntaxe que vous aurez écrite dans le champ name. D'accord? Dernière remarque, les champs obligatoires. Évitez de mettre beaucoup de champs obligatoires, d'accord, dans votre formulaire. Les utilisateurs sont réticents à saisir certaines informations, surtout quand elles sont personnelles. Si vous l'obligez, il saisira n'importe quoi. Si vous le bloquez, il va quitter votre formulaire, il va être rebuté, d'accord, et peut-être ne plus revenir chez vous. Donc, vous devez demander et à plus forte raison exiger que des informations strictement nécessaires à l'objectif de votre formulaire. Si vous demandez des données personnelles, engagez-vous, vous dites, on s'engage à ne pas revendre les informations à une tierce partie, par exemple. Si vous demandez un numéro de téléphone, vous dites à l'utilisateur ce que vous allez en faire. Si vous demandez un email, vous dites ce que vous allez en faire et ainsi de suite. Il faut rassurer l'utilisateur et ne demander des informations que si elles sont vraiment nécessaires. C'est la clé pour que les formulaires fonctionnent. Maintenant, arrivé à ce stade, on sait écrire un formulaire. Quand on va cliquer sur le bouton Submit, qu'est-ce qu'il va faire? Il récupère les données, il génère les variables, il les envoie vers le serveur que vous aurez mis dans Action, selon soit le GET, soit le POST. Qui va être responsable du traitement de ces données? C'est le serveur. Et ça sort du cadre du cours de HTML. Donc, on va revenir plus tard vers les formulaires pour voir l'autre côté, un petit peu l'autre côté du miroir si vous souhaitez, d'accord? Dans lequel on va écrire un script serveur qui récupère ces données-là pour pouvoir les utiliser ou les exploiter. Donc, voilà ce qu'il y avait pour le cours d'aujourd'hui. Mais il y avait des problèmes de connexion. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, on commence le TP dans 10 minutes ou... Dans 10 minutes. Et on revient dans 10 minutes. Ça marche? Oui, madame. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure.